En ce moment précis, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe dans l'univers qui devrait te glacer le sang. Une étoile vient de mourir. Non pas dans 1 million d'années, non pas dans un siècle. Elle vient de mourir maintenant, à cet instant exact, pendant que tu respires, pendant que ton cœur bat, pendant que tu te dis que tu as le temps. Et cette étoile, elle avait peut-être des planètes. Et ces planètes, elles avaient peut-être de la vie. Et cette vie, elle a peut-être développé des civilisations entières, des langues, des arts, des mathématiques, des rêves. Et tout ça sans exception, vient de s'effacer en silence, sans témoin, sans mémoire, comme si rien n'avait jamais existé. Il y a une raison pour laquelle cela continue à se produire encore et encore dans chaque coin de ce cosmos immense, et cette raison n'a rien à voir avec ce que tu crois. Feynman le savait, il le savait dans ses os. Il le savait le soir, où étudiant encore, il regardait le ciel du New Jersey et ressentait ce vertige étrange, cette nausée douce qui vient quand on comprend vraiment la taille de ce qu'on contemple. Il disait que le ciel nocturne est la chose la plus honnête qui existe. Il ne ment pas. Il ne te flatte pas. Il te montre simplement ce que tu es, un point microscopique sur une roche qui tourne autour d'une flamme ordinaire, perdue dans une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres galaxies, dans un univers qui n'a pas demandé ta permission pour exister et qui ne demandera pas ta permission pour continuer sans toi. Voilà le décor. Imagine une nuit d'été, dégagée, loin des lumières de la ville. Un mardi d'octobre, très exactement, quelque part dans une campagne française. Le ciel au-dessus de toi est une toile noire piquée de milliers de points lumineux. Tu t'allonges dans l'herbe encore tiède. Tu lèves les yeux. Et là, quelque chose de très étrange se passe dans ton cerveau. Une sorte de court-circuit doux. Parce que tu sais, quelque part dans un coin de ta mémoire, que cette lumière que tu vois là, ces petits points blancs qui semblent si proches, si familiers, si rassurants, cette lumière a voyagé pendant des années, des décennies, parfois des milliers d'années pour arriver jusqu'à ta rétine en ce mardi soir précis. Ce que tu vois, ce n'est pas le ciel tel qu'il est, c'est le ciel tel qu'il était. Tu regardes le passé, tu es, en ce moment même, une machine à voyager dans le temps, allongée dans l'herbe, les yeux grands ouverts. Feynman adorait cette idée. Il la racontait avec un sourire légèrement malicieux, celui qu'il arborait quand il savait qu'il allait faire exploser le confort intellectuel de quelqu'un. Il disait « Regarde cette étoile là-haut, cette lumière a quitté sa source il y a peut-être 500 ans. » Christophe Colomb venait à peine de débarquer en Amérique quand ces photons ont commencé leur voyage vers tes yeux. Et maintenant, ils arrivent. Maintenant. Ce soir. Et toi, tu es là à les recevoir. Sans même réaliser que tu es le point final d'un voyage cosmique de 500 ans. C'est beau, non? Oui, c'est vertigineux et magnifique. Mais voici la question que Feynman posait ensuite, et c'est la question qui change tout. Pourquoi cette lumière a-t-elle mis 500 ans? Pourquoi pas 5 minutes? Pourquoi pas une seconde? Pourquoi y a-t-il une limite à la vitesse à laquelle l'information peut traverser l'univers? Et cette limite, cette barrière invisible et absolue, que nous appelons la vitesse de la lumière, d'où vient-elle? Qui l'a décidée? Et surtout, est-ce que c'est vraiment une limite ou est-ce que c'est autre chose? Il y a une réponse à cette question. Une réponse qui va changer la façon dont tu perçois l'espace, le temps et ta propre existence. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre pourquoi cette question est la plus urgente que l'humanité ait jamais posée. Et si tu trouves que tout ça est fascinant, si tu as envie de descendre encore plus profond dans ce terrier cosmique, alors rejoins cette communauté de curieux obstinés. Abonne-toi. Parce que si tu quittes cette vidéo maintenant, c'est un peu comme sortir d'une conversation avec Feynman juste avant qu'il te révèle le truc qui te brise le cerveau en deux. Et dans les commentaires, dis-nous, as-tu déjà regardé le ciel la nuit et ressenti ce vertige? Parce que ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes va transformer ce vertige en quelque chose de beaucoup plus profond. Revenons à l'herbe, à cette nuit d'octobre. Tu regardes le ciel et quelque chose en toi veut croire que ces étoiles sont là pour toi, que l'univers a un sens, que tout ça n'est pas un accident brutal et indifférent. C'est humain, c'est même touchant. Mais voici ce que Feynman aurait dit, avec sa franchise affectueuse et légèrement brutale. L'univers ne te doit rien. Absolument rien. Et c'est précisément pour ça que nous devons agir. Maintenant, pas demain. Maintenant, voici la vérité que la plupart des gens préfèrent ne pas regarder en face. Notre planète est condamnée.
Non pas dans un sens vague et abstrait, dans un sens précis, mathématique, implacable. Le Soleil, notre Soleil bien-aimé, cette flamme qui nourrit chaque forme de vie sur Terre depuis environ 4,5 milliards d'années, ce Soleil est une étoile ordinaire de taille moyenne et dans environ 5 milliards d'années, il va commencer à se dilater. Il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Il va engloutir Vénus et il va probablement engloutir la Terre, probablement. Feynman aurait souligné ce mot avec ironie, parce que même l'incertitude ici est terrifiante. 5 milliards d'années, tu dis? Pas de quoi s'inquiéter ce soir. Mais attends, non, parce que ce n'est pas dans 5 milliards d'années que le problème commence. Le problème commence bien avant. Dans environ 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil aura augmenté d'environ 10%. 10% qui suffisent à rendre les océans terrestres inhabitables. La photosynthèse commencera à s'effondrer. La biosphère entière, cet écosystème fragile et extraordinaire qui nous abrite, commencera sa longue agonie. 1 milliard d'années, c'est loin, certes. Mais considère ceci, il y a 1 milliard d'années, la vie sur Terre n'était que des organismes unicellulaires dans des océans primitifs. 1 milliard d'années, c'est le temps qu'il a fallu pour passer de la cellule à toi. Ce n'est pas une éternité. C'est une mesure de temps réelle, concrète, que la biologie connaît intimement. Et ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario où rien d'autre ne se passe entre-temps, parce qu'il y a les astéroïdes, il y a les éruptions de supernovae proches. Il y a les sursauts gamma, ces explosions cosmiques si puissantes qu'un seul sursaut pointé vers la Terre, depuis quelques milliers d'années-lumière, pourrait stériliser la moitié de la biosphère en quelques secondes. Feynman aimait ce genre de détails. Non pas par cruauté, mais parce qu'il croyait profondément que regarder la réalité en face, même quand elle est terrifiante, est l'acte le plus courageux et le plus intelligent qu'un être humain puisse accomplir. Et puis il y a la paradoxe de Fermi. Et là, on entre dans un territoire qui devrait te tenir éveillé la nuit. Enrico Fermi, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, ami et collègue de Feynman, posait la question suivante lors d'un déjeuner en 1950, d'une façon apparemment anodine entre deux bouchées. Mais où sont-ils tous? Si l'univers est aussi vieux, aussi vaste, aussi rempli d'étoiles similaires au Soleil, avec des planètes similaires à la Terre, alors les civilisations extraterrestres devraient être légion. Elles devraient avoir eu le temps de coloniser toute la galaxie des dizaines de fois. Nous devrions avoir reçu des signaux. Nous devrions voir des traces. Nous devrions, à tout le moins, détecter quelque chose. Mais le ciel est silencieux. Silence, silence total. Ce silence qui pèse comme une pierre sur la poitrine des astronomes qui l'écoutent depuis des décennies, a plusieurs explications possibles. Et chacune d'elles est plus terrifiante que la précédente. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare. Peut-être que nous sommes seuls, ou presque seuls, dans cette galaxie de 400 milliards d'étoiles. Peut-être que la vie intelligente apparaît souvent, mais qu'elle se détruit toujours avant d'atteindre les étoiles. Qu'il y a un filtre, un grand filtre, quelque chose qui élimine systématiquement les civilisations avant qu'elles puissent se répandre dans le cosmos. Et la question qui glace le sang, est-ce que ce filtre est derrière nous ou devant nous? Si le filtre est derrière nous, si la grande rareté est dans l'apparition de la vie complexe ou de la conscience, alors nous avons de la chance, nous avons passé le filtre, l'avenir est ouvert. Mais si le filtre est devant nous, si chaque civilisation qui atteint notre niveau technologique se retrouve face à quelque chose qu'elle ne peut pas surmonter, une guerre nucléaire, un changement climatique irréversible, une intelligence artificielle incontrôlée, un virus fabriqué en laboratoire ou simplement l'incapacité à quitter son berceau planétaire avant que ce berceau devienne un tombeau, alors notre silence dans le cosmos n'est pas une chance. C'est un avertissement. Feynman n'avait pas de réponse définitive à la paradoxe de Fermi. Personne n'en a. Mais il avait une opinion et elle était typiquement feynmanienne. Il disait que l'incertitude elle-même est une information. Que si nous ne savons pas où sont les autres civilisations, la réponse la plus raisonnable n'est pas de supposer qu'elles n'existent pas, ni de supposer qu'elles sont là et qu'elles nous regardent. La réponse la plus raisonnable est de faire comme si notre existence était précieuse et fragile, et de tout faire pour la préserver et la propager. Parce que si nous disparaissons, si l'humanité entière s'éteint sur cette petite roche bleue,
sans avoir laissé de traces dans le cosmos, alors tout ce que nous avons jamais été, Homère, Mozart, Einstein, Feynman lui-même, toutes les mathématiques, toute la musique, toute la philosophie, tout l'amour, toute la douleur, tout le rire, tout ça disparaît comme si ça n'avait jamais existé. Comme cette étoile qui vient de mourir pendant que tu écoutais le début de cette conversation. Et voilà pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas juste un fait physique intéressant. C'est le verrou, c'est la serrure sur la porte de notre prison cosmique. Et pour sortir, ou au moins pour comprendre si c'est possible de sortir, il faut comprendre d'où vient cette limite, ce qu'elle signifie vraiment, et ce que la physique moderne nous dit sur les façons de la contourner ou pas. Accroche-toi, parce que là, on entre dans le vif du sujet. Commençons par quelque chose de simple, quelque chose que Feynman aurait dessiné sur un bout de nappe dans un restaurant. Qu'est-ce que la lumière? Vraiment, qu'est-ce que c'est? La lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est une oscillation du champ électrique et du champ magnétique qui se propagent ensemble dans l'espace. Et dans le vide, cette oscillation se propage à une vitesse très précise, environ 299 792 458 mètres par seconde. On arrondit à 300 000 km par seconde pour que les calculs soient moins pénibles. Cette vitesse, on l'appelle c, la lettre C pour célérité en français. Pour celerita en latin qui signifie rapidité. Pendant longtemps, les physiciens ont supposé que la lumière se propageait dans un milieu, comme le son se propage dans l'air. Ils ont appelé ce milieu hypothétique l'éther. Un éther luminifère, une substance invisible qui remplirait tout l'espace et dans laquelle les ondes lumineuses se propageraient comme des vagues dans l'eau. C'était une idée élégante, c'était aussi complètement fausse. En 1887, deux physiciens américains, Albert Michelson et Edward Morley, ont réalisé une expérience extraordinaire. Ils ont construit un instrument capable de mesurer si la Terre se déplaçait dans cet éther. Si l'éther existait, alors la vitesse de la lumière mesurée dans la direction du mouvement de la Terre devrait être légèrement différente de celle mesurée perpendiculairement. Comme la vitesse d'un nageur dans une rivière dépend de s'il nage dans le sens du courant ou contre lui. Résultat de l'expérience, rien, absolument rien. La vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions. L'éther n'existait pas, et la lumière se propageait à la même vitesse, quelle que soit la vitesse de l'observateur. Ce résultat a mis la physique classique dans un état de panique totale, parce qu'il était impossible. Il violait tout ce que Newton avait établi. Si je cours à 10 km par heure et que tu cours dans la même direction à 20 km par heure, c'est ce qu'on appelle l'addition des vitesses. C'est le bon sens, c'est évident. Mais si tu remplaces le coureur par un photon, un grain de lumière, ce bon sens s'effondre. Un photon se déplace toujours à 300 000 km par seconde depuis le point de vue de n'importe quel observateur. Peu importe si cet observateur est immobile ou s'il se déplace à la moitié de la vitesse de la lumière dans le même sens. La vitesse de la lumière est toujours la même. Toujours sans exception. C'est Albert Einstein, en 1905, qui a compris ce que cela signifiait vraiment. Et ce qu'il a compris a tout changé. Si la vitesse de la lumière est absolue et constante pour tous les observateurs, alors c'est l'espace et le temps qui doivent être flexibles. Ce n'est pas la lumière qui s'adapte à l'observateur. C'est l'espace et le temps qui s'étirent et se compriment pour que la vitesse de la lumière reste toujours la même. Feynman avait une façon magnifique d'expliquer ça. Il disait, imagine que tu es dans un train qui roule très vite et tu allumes une lampe torche vers l'avant du train. Ton intuition te dit que la lumière de la lampe devrait aller à la vitesse de la lumière plus la vitesse du train. C'est logique, c'est ce que Newton prédit, mais ce n'est pas ce qui se passe. La lumière va exactement à la vitesse de la lumière, pas plus vite. Et pour que ça soit cohérent, pour que les lois de la physique tiennent debout, le temps à l'intérieur de ton train doit s'écouler plus lentement que le temps sur le quai. Ton train doit être légèrement plus court dans la direction du mouvement, et ta masse doit augmenter. Ce ne sont pas des effets anodins, ce ne sont pas des corrections mineures pour des cas extrêmes. C'est la structure fondamentale de l'espace-temps, et ça devient spectaculaire quand on s'approche de la vitesse de la lumière. Voici où ça devient vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Imagine un vaisseau spatial qui accélère. Il accélère de plus en plus vite. Il atteint 10% de la vitesse de la lumière.
50%, 99%. Que se passe-t-il? Quelque chose de fondamental. Plus tu t'approches de la vitesse de la lumière, plus il faut d'énergie pour accélérer encore un tout petit peu, et pas juste un peu plus d'énergie, de façon exponentielle. L'énergie nécessaire pour passer de 99% de C à 99,9% de C est colossale. Et pour atteindre exactement C, 100% de la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Infinie. Ce mot qui n'a pas de réponse dans le monde physique. Pourquoi? Parce que la masse augmente. Quand tu accélères une particule, sa masse relativiste augmente. Elle devient plus lourde et accélérer quelque chose de plus lourd nécessite plus de force. C'est E égale mc au carré dans son expression la plus crue, la plus directe. La masse est de l'énergie, l'énergie est de la masse. Et quand tu approches de C, ton vaisseau devient effectivement de plus en plus massif depuis le point de vue d'un observateur extérieur. C'est pour ça que seules les particules sans masse peuvent voyager à la vitesse de la lumière. Les photons, les gluons, des particules qui n'ont pas de masse au repos. Pour elles, la vitesse de la lumière n'est pas une limite, c'est leur état naturel. Elles ne peuvent pas aller moins vite. Elles ne peuvent pas s'arrêter, elles n'ont pas le choix. Mais nous, avec nos atomes, notre carbone, notre eau, notre conscience, nous avons une masse. Et cette masse nous condamne à rester en dessous de C, pour toujours. Sauf que Feynman était un homme qui aimait les sauf-que. Voici la question que doivent se poser les cerveaux vraiment curieux, ceux qui ne se contentent pas de la première réponse. Est-ce que la limite de la vitesse de la lumière nous empêche vraiment de voyager dans les étoiles, ou est-ce qu'elle nous empêche juste de le faire d'une certaine façon? Et c'est là que la physique devient délicieusement tordue. Considère ceci. Depuis le point de vue de quelqu'un qui reste sur Terre, un vaisseau voyageant à 99% de la vitesse de la lumière met environ 4 ans et quelques mois pour atteindre l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, qui se trouve à environ 4,2 années-lumière. 4 ans sur Terre, mais depuis le point de vue des passagers du vaisseau, grâce à la dilatation du temps, le voyage prend beaucoup moins de temps. À 99% de C, le temps à bord du vaisseau s'écoule environ 7 fois plus lentement. Le voyage vers Proxima Centauri prendrait donc environ 7 mois pour les astronautes à bord. 7 mois, et si on pousse encore plus loin? À 99,9% de C, le facteur de dilatation du temps est d'environ 22. On pourrait traverser 22 années-lumière en une seule année de temps propre du vaisseau. À 99,999% de C, ce facteur monte à des milliers. Théoriquement, on pourrait traverser la galaxie entière 100 000 années-lumière en une vie humaine. Depuis le point de vue du vaisseau, bien sûr, quand on reviendrait sur Terre, 100 000 ans se seraient écoulés. La Terre serait méconnaissable, peut-être inhabitable, peut-être peuplée de descendants qui ont oublié jusqu'à notre nom. Mais le voyage lui-même serait possible en une vie humaine. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la relativité restreinte, c'est de la physique certifiée, vérifiée, mesurée dans des accélérateurs de particules dans le monde entier. Feynman aimait ce genre de révélation parce qu'elle montrait que la réalité est toujours plus étrange et plus riche que notre intuition. Il disait que notre intuition est une excellente boussole pour les vitesses quotidiennes, les distances humaines, les objets que nos ancêtres devaient chasser ou fuir dans la savane. Mais l'univers ne se soucie pas de notre intuition. Il obéit à ses propres règles, et ces règles, quand on les comprend vraiment, sont à la fois plus contraignantes et plus libératrices que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Voici une autre façon de penser à tout ça, et c'est une idée qui mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi est-ce que la vitesse de la lumière est ce qu'elle est? Pourquoi 300 000 km par seconde et pas 3 millions ou 3? La réponse, et c'est là où ça devient profondément philosophique, est que la vitesse de la lumière n'est pas arbitraire. Elle découle des propriétés fondamentales de l'espace-temps lui-même. C'est la constante qui relie l'espace et le temps dans un seul tissu continu. Elle est là pour une raison structurelle. Sans elle, l'univers serait fondamentalement différent. Peut-être qu'il ne pourrait pas exister de structure stable, peut-être que les atomes ne pourraient pas se former, peut-être que la causalité, l'idée que les causes précèdent les effets, s'effondrerait. Et voilà le lien profond que Feynman avait compris. La limite de la vitesse de la lumière n'est pas une barrière arbitraire imposée par un univers mesquin qui veut nous empêcher d'explorer. C'est une conséquence de la structure logique de la réalité elle-même.
c'est le prix de la causalité. C'est ce qui fait que l'univers est cohérent. Si tu pouvais voyager plus vite que la lumière, tu pourrais théoriquement envoyer de l'information dans le passé. Et si tu peux envoyer de l'information dans le passé, la causalité s'effondre. Tu peux créer des paradoxes. Tu peux envoyer un message à toi-même dans le passé pour t'empêcher d'envoyer le message. L'univers devient logiquement incohérent. Et un univers logiquement incohérent, eh bien c'est un univers qui n'existe pas. Donc la limite de C n'est pas une prison. C'est la garantie que la réalité reste réelle. Mais est-ce qu'il y a des façons de contourner ça? Et c'est là que la physique moderne entre dans des territoires véritablement vertigineux. Des territoires que Feynman lui-même a explorés avec cette combinaison unique de rigueur et d'émerveillement. Première idée, la métrique de Alcubierre. En 1994, un physicien mexicain du nom de Miguel Alcubierre a montré mathématiquement qu'il était possible, en théorie, de construire ce qu'on appelle une bulle de distorsion de l'espace-temps. L'idée est la suivante. Au lieu d'accélérer un vaisseau à travers l'espace, on contracte l'espace devant le vaisseau et on dilate l'espace derrière lui. Le vaisseau lui-même reste immobile dans sa bulle locale. Il ne dépasse pas la vitesse de la lumière dans son référentiel local. C'est l'espace lui-même qui se déplace. C'est exactement ce que fait l'expansion de l'univers. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace à cette vitesse, mais parce que l'espace entre elles et nous s'étend. L'espace lui-même n'a pas de limite de vitesse. C'est le mouvement des objets dans l'espace qui est limité à ces. Alcubierre a montré que si on pouvait manipuler la géométrie de l'espace-temps de cette façon, on pourrait en principe se déplacer d'une étoile à l'autre en un temps arbitrairement court. Fantastique, génial, révolutionnaire. Problème, cela nécessiterait de l'énergie négative. Une quantité astronomique d'énergie négative, une forme d'énergie qui violerait certaines conditions d'énergie connues et qui n'a jamais été produite en laboratoire en quantité macroscopique. Feynman aurait dit « Oui, c'est beau, mais montre-moi l'énergie ». Sans l'énergie, c'est de la poésie mathématique. Est-ce que l'énergie négative existe en mécanique quantique? La réponse est peut-être. L'effet Casimir montre que dans certaines configurations, la densité d'énergie du vide peut être négative localement. Mais de là à en produire les quantités nécessaires pour une bulle de distorsion, il y a un gouffre que personne ne sait encore franchir. Deuxième idée, les trous de verre. Les trous de verre, ou wormholes en anglais, sont des solutions aux équations d'Einstein qui décrivent des raccourcis topologiques dans l'espace-temps. Imagine l'espace-temps comme une feuille de papier. La distance entre deux points sur cette feuille, c'est le chemin que doit parcourir la lumière. Mais si tu plies la feuille jusqu'à ce que ces deux points se touchent, tu peux en principe passer directement d'un point à l'autre sans parcourir la distance sur la feuille. Les trous de verre ont été étudiés sérieusement par Kip Thorne, l'un des plus grands physiciens relativistes vivants, prix Nobel de physique en 2017. Il a montré que des trous de verre traversables seraient théoriquement possibles, mais nécessiteraient eux aussi de la matière exotique avec des propriétés d'énergie négative pour rester ouverts. Sans ça, un trou de verre s'effondrerait en une fraction de seconde, bien trop vite pour qu'un vaisseau puisse le traverser. Il y a aussi les implications de la physique quantique pour la question du voyage interstellaire. Feynman a passé une grande partie de sa vie à développer l'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit comment la lumière et la matière interagissent au niveau quantique. Et dans cet univers quantique, il y a des phénomènes qui semblent défier la limite de C, au moins en apparence. L'intrication quantique. Deux particules intriquées, séparées par n'importe quelle distance, partagent un état quantique. Si tu mesures l'état de l'une, l'état de l'autre est instantanément déterminé, quelle que soit la distance qui les sépare. Instantanément, pas à la vitesse de la lumière. Instantanément. Est-ce que ça viole la limite de C? Non. Non, pas du tout. Et c'est là que Feynman se réjouissait, parce que la réalité est plus subtile que ça. L'intrication quantique ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. Le résultat de la mesure sur chaque particule est aléatoire. Tu ne peux pas contrôler ce résultat. Tu ne peux pas l'utiliser pour envoyer un message. Pour comparer les résultats et voir la corrélation, tu dois communiquer par des moyens classiques, c'est-à-dire au maximum à la vitesse de la lumière. L'intrication est réelle,
Elle est étrange, elle est profonde, mais elle ne brise pas la limite de C. Feynman était fasciné par ça. Il disait que la physique quantique est le meilleur exemple qu'il connaisse de quelque chose qui est à la fois parfaitement cohérent et totalement incompréhensible pour notre intuition quotidienne. Il disait « Si tu penses comprendre la mécanique quantique, c'est que tu ne l'as pas vraiment comprise. » Et cette tension entre ce que nous voudrions que l'univers soit et ce qu'il est vraiment, c'est le moteur de toute la science. Revenons à la question centrale, parce qu'on ne l'a pas encore résolue. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle une limite? Pas juste comment elle se manifeste, mais pourquoi? Vraiment pourquoi? La réponse la plus profonde vient de la structure même de l'espace-temps. Einstein a montré que l'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ils forment un continuum à 4 dimensions, l'espace-temps. Dans cet espace-temps, chaque événement, chaque chose qui se passe en un point précis et à un moment précis occupe une position à la fois dans l'espace et dans le temps. Maintenant, voici l'idée clé. Dans cet espace-temps, chaque objet se déplace toujours à la même vitesse totale. La vitesse de la lumière, toujours, sans exception. Mais comment? Si tu es assis immobile dans ton salon, tu ne te déplaces pas dans l'espace, mais tu te déplaces dans le temps. Tu avances dans le temps à la vitesse maximale, à la vitesse de la lumière, dirigée entièrement dans la dimension temporelle. Maintenant, si tu commences à te déplacer dans l'espace, une partie de ta vitesse totale est redirigée de la dimension temporelle vers les dimensions spatiales. Tu te déplaces plus vite dans l'espace, mais ton temps s'écoule un peu moins vite. C'est la dilatation du temps. Et si tu te déplaces à la vitesse de la lumière dans l'espace, comme le font les photons, alors toute ta vitesse est dans les dimensions spatiales. Il ne reste rien pour le temps. Le temps pour un photon ne s'écoule pas. Pas du tout. C'est pour ça que la lumière ne vieillit pas. C'est pour ça que du point de vue d'un photon, si un photon pouvait avoir un point de vue, il quitte le Soleil et arrive sur Terre de façon instantanée. Pas en 8 minutes, instantanément. Parce que pour lui, il n'y a pas de temps. Et c'est pour ça que tu ne peux pas aller plus vite que la lumière. Parce que tu te déplaces déjà à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, tu ne peux pas aller plus vite que ta propre vitesse totale. C'est comme essayer de courir plus vite que tu ne cours déjà. C'est une impossibilité logique. Voilà la réponse de Feynman. Voilà la réponse que la physique moderne nous donne. La vitesse de la lumière est une limite parce que c'est la vitesse à laquelle tout se déplace dans l'espace-temps. Elle n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est constitutive de ce qu'est l'espace-temps. Elle est la structure même de la réalité. Et maintenant, avec ça en tête, revenons à notre question existentielle. Comment pouvons-nous explorer le cosmos si la vitesse de la lumière est si absolue, si fondamentale, si incontournable? La réponse honnête, la réponse que Feynman aurait donnée sans hésiter, est que nous ne savons pas encore tout. Nous ne savons pas si les trous de verre sont physiquement réalisables. Nous ne savons pas si l'énergie exotique peut être produite en quantité utile. Nous ne savons pas si la physique que nous connaissons est complète ou si, comme à chaque grande révolution scientifique, il y a des idées encore inimaginées qui vont tout changer. Feynman aimait rappeler que chaque fois dans l'histoire que les scientifiques ont pensé avoir tout compris, la réalité leur a ri au nez et leur a montré quelque chose de complètement inattendu. Newton pensait avoir tout résolu avec la gravité et la mécanique. Et puis Einstein a montré que le temps et l'espace étaient relatifs. Einstein pensait avoir tout résolu avec la relativité générale. Et puis la mécanique quantique a montré que la réalité à petite échelle était fondamentalement probabiliste et étrange. Qui dit que nous avons tout compris maintenant? Personne ne le dit. Et c'est ça, la beauté de la science. Ce n'est pas un monument figé, c'est une conversation vivante avec l'univers. Une conversation où l'univers répond toujours, mais jamais exactement comme on l'attendait. Mais en attendant les révolutions futures, que peut-on faire de façon réaliste? Et c'est là où ça devient pratique, concret et franchement excitant. La propulsion à fusion nucléaire. Les réacteurs à fusion, comme ceux développés par ITER en France et par des dizaines de start-up dans le monde entier, pourraient en principe propulser des vaisseaux à des vitesses de 5 à 10% de la vitesse de la lumière. 5 à 10%, ça peut sembler peu. Mais à 5% de C, on atteint Proxima Centauri en environ 90 ans. Une vie humaine, ou moins avec des techniques de ralentissement du vieillissement. Et avec la dilatation du temps, même à 5% de C, l'effet est mesurable, même si modeste.
la voile solaire ou voile photonique. Les photons ont de l'impulsion même s'ils n'ont pas de masse. Une grande voile réfléchissante peut être poussée par la pression de la lumière. Le projet Breakthrough Starshot, financé en partie par le milliardaire Yuri Milner et soutenu par des physiciens comme Stephen Hawking avant sa mort, propose d'envoyer des nanovaisseaux, des vaisseaux de la taille d'une carte à jouer propulsés par des faisceaux laser depuis la Terre. Ces nanovaisseaux pourraient en théorie atteindre 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, ils atteindraient Proxima Centauri en environ 20 ans. 20 ans, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un projet en cours de développement avec de l'argent réel et des ingénieurs réels. La propulsion antimatiérique. L'antimatière est la forme la plus dense d'énergie que la physique connaisse. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement et libèrent de l'énergie pure sous forme de photons, avec une efficacité de 100%. Un vaisseau propulsé à l'antimatière pourrait théoriquement atteindre des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Le problème, l'antimatière est extraordinairement difficile et coûteuse à produire. Le CERN en produit des quantités infimes. Il faudrait des percées technologiques majeures pour en produire les quantités nécessaires à une propulsion spatiale réaliste. Et puis il y a les générations chip, les vaisseaux générationnels. L'idée est simple et à la fois profondément humaine. On envoie un vaisseau grand et autosuffisant vers une étoile lointaine. Les passagers savent qu'ils n'arriveront pas à destination. Leurs enfants non plus. Peut-être leurs arrière-petits-enfants. C'est une mission qui dépasse les individus. C'est une mission civilisationnelle. Et d'un certain point de vue, c'est ce que l'humanité a toujours fait. Les cathédrales médiévales ont été construites par des générations qui savaient qu'elles ne les verraient pas achevées. Les grands projets d'irrigation qui ont transformé des déserts en terres agricoles ont pris des siècles. Nous sommes une espèce capable de penser et d'agir sur des échelles de temps qui dépassent une vie individuelle. Voilà pour les moyens de voyage. Mais qu'en est-il de la vie extraterrestre? Parce que si nous cherchons à explorer le cosmos, la question inévitable est: que trouvons-nous là-bas? Feynman avait une opinion là-dessus, et elle était aussi nuancée que tout le reste. Il disait que la vie sur Terre montre que la chimie organique a une tendance naturelle à s'organiser en structures de plus en plus complexes dans les bons environnements. L'eau liquide, une source d'énergie, les bons éléments chimiques. Sur Terre, la vie est apparue relativement rapidement après que les conditions se soient stabilisées. Cela suggère, prudemment, que la vie n'est peut-être pas extraordinairement rare. Mais la vie complexe, multicellulaire, intelligente, communicante, technologique, là on ne sait pas. La transition de la cellule simple à la cellule complexe, ce qu'on appelle l'eucaryotisation, a pris environ 2 milliards d'années sur Terre. Elle ne s'est peut-être produite qu'une seule fois. Peut-être que l'univers est plein de bactéries et vide de civilisation. Peut-être que nous sommes le seul exemple de complexité cognitive dans toute la galaxie, ou peut-être pas. Ce qu'on sait, c'est que les molécules organiques, les briques de la vie, sont partout dans l'univers. Des acides aminés ont été trouvés dans des météorites. Des molécules organiques complexes ont été détectées dans des nuages interstellaires à des milliers d'années-lumière de la Terre. La chimie de la vie ne semble pas être une anomalie locale. Elle semble être une chimie que l'univers aime pratiquer. Et les exoplanètes, depuis les années 2010, grâce aux télescopes spatiaux Kepler et TESS, nous savons que la plupart des étoiles ont des planètes. Pas certaines étoiles, la plupart. Notre galaxie seule contient probablement des centaines de milliards de planètes. Et parmi elles, des milliards se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, là où l'eau liquide pourrait exister en surface. Des milliards de planètes potentiellement habitables. Dans une seule galaxie. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Ces chiffres vertigineux, sont la raison pour laquelle l'absence de signal extraterrestre est si perturbante. La paradoxe de Fermi n'est pas juste une curiosité intellectuelle. C'est un cri dans la nuit sans réponse. Et chaque explication possible a des implications profondes sur notre propre avenir. Si la vie intelligente est rare, nous sommes peut-être les gardiens de quelque chose d'inestimable. Si elle est commune mais silencieuse, peut-être parce qu'elle a appris que le silence est une stratégie de survie, alors ce silence lui-même nous dit quelque chose de terrifiant sur la nature du cosmos et sur ce qui attend les civilisations qui se font remarquer. Et si les autres civilisations ont été éliminées par leur propre technologie,
avant même d'atteindre les étoiles, alors la leçon est claire, urgente, existentielle. Nous devons faire mieux. Nous devons être plus sages que les civilisations qui nous ont peut-être précédés et que nous n'avons jamais entendues. Feynman croyait profondément en cela, non pas avec un optimisme naïf, mais avec la conviction rationnelle que la connaissance est notre seul vrai bouclier. Que comprendre les lois de la physique, comprendre le cosmos, comprendre notre propre nature est la seule façon de ne pas répéter les erreurs que l'univers, peut-être, a déjà vues 1000 fois. Il disait que la science n'est pas une collection de faits, c'est une façon de penser. C'est une façon d'être au monde qui consiste à ne jamais accepter une réponse sans la tester, à ne jamais croire quelque chose juste parce que c'est confortable, à suivre la réalité là où elle mène même quand elle mène dans des endroits inconfortables et vertigineux. Et l'endroit le plus inconfortable et le plus vertigineux où la réalité nous mène en ce moment est celui-ci. Nous sommes une espèce intelligente, créative, curieuse, capable de comprendre des équations qui décrivent la courbure de l'espace-temps, capable d'envoyer des sondes aux confins du système solaire, capable de regarder dans le passé de l'univers à travers des télescopes, et nous sommes confinés sur une seule planète, avec un seul soleil qui vieillit, dans un cosmos indifférent qui ne nous a pas attendus pour exister et qui ne nous attendra pas pour continuer. Ce n'est pas une situation confortable, c'est une situation qui exige de l'action, pas de la panique. Non, non, jamais de panique. Feynman détestait la panique. La panique est une façon de se sentir actif sans rien faire. Ce qu'il préconisait, c'était la curiosité méthodique, la rigueur joyeuse, le plaisir de comprendre combiné à la détermination de faire. Comprendre la vitesse de la lumière, ses origines, ses implications, ses possibles contournements, n'est pas un exercice académique pour des physiciens en tour d'ivoire. C'est le premier pas pour savoir comment nous pouvons survivre en tant qu'espèce au-delà de la Terre. C'est le premier pas pour évaluer si et comment nous pouvons un jour rejoindre les étoiles, que ce soit avec nos corps, avec nos machines ou avec notre information. Et même si nous ne quittons jamais vraiment le système solaire, même si les contraintes physiques se révèlent trop sévères pour le voyage interstellaire humain, comprendre ces contraintes nous donne quelque chose d'inestimable, une perspective sur notre place dans le cosmos. Une perspective qui rend nos querelles tribales, nos frontières politiques, nos peurs mesquines, absurdes. Une perspective qui rend évident que nous sommes, avant tout, des terriens, des êtres d'une même roche, d'un même soleil, d'une même aventure. Feynman racontait souvent que regarder le ciel lui donnait de la joie. Non pas la joie de l'ignorance, pas la joie romantique d'une belle image. La joie de savoir. La joie de comprendre. Il disait: quand je regarde le coucher de soleil, je le vois comme un artiste qui perçoit la beauté des couleurs et comme un scientifique qui comprend les ondes lumineuses, la diffusion de Rayleigh, la physique de l'atmosphère. Et je ne crois pas qu'un artiste voit plus beau que moi. Je crois que je vois plus. C'est ça, l'héritage de Feynman. Non pas une liste de découvertes, aussi brillante soit-elle. Non pas des équations, aussi élégantes soient-elles. C'est une façon d'être au monde. Une façon de regarder l'univers avec des yeux grands ouverts, sans craindre ce qu'on pourrait y voir, même si c'est terrifiant, même si ça remet tout en question, même si ça nous révèle notre propre insignifiance dans l'immensité du cosmos. Parce que cette insignifiance, paradoxalement, n'est pas déprimante, elle est libératrice. Si l'univers est si grand et si indifférent, alors chaque moment de conscience, chaque instant de compréhension, chaque éclair de curiosité est un miracle improbable et précieux. Nous sommes, selon les mots de Carl Sagan, un ami et admirateur de Feynman, la façon dont le cosmos se connaît lui-même. Nous sommes de la poussière d'étoiles qui a appris à contempler les étoiles. Et voilà la réponse à la grande boucle ouverte au début de cette conversation. Il y a une raison pour laquelle cela continue à se produire, cette extinction silencieuse des étoiles et des civilisations potentielles. Et cette raison n'est pas le destin inévitable. Ce n'est pas une malédiction cosmique. C'est une information. Une information sur la fragilité de la complexité dans un univers où tout tend vers le chaos. Et la réponse à cette information, la seule réponse rationnelle, la seule réponse que Feynman aurait approuvée avec ce sourire malicieux et ses yeux pétillants, c'est de comprendre les lois. De comprendre les limites, de comprendre les possibilités et d'agir en conséquence. La vitesse de la lumière est une limite.
Oui, c'est une limite réelle, fondamentale, constitutive de la réalité. Mais c'est aussi une invitation. Une invitation à comprendre la structure de l'espace-temps assez profondément pour peut-être un jour trouver ce que nous n'avons pas encore imaginé. Une invitation à développer des technologies qui nous permettent de voyager, si ce n'est plus vite que la lumière, du moins assez vite pour que la vie humaine puisse atteindre les étoiles. Une invitation à chercher nos voisins cosmiques avec des instruments de plus en plus précis, à écouter le silence avec des oreilles de plus en plus attentives. Et peut-être qu'un jour, pas demain, peut-être pas dans notre vie, mais un jour un signal arrivera. Un signal qui dira « Vous n'êtes pas seul ». Et ce jour-là, tout ce que nous aurons appris sur la vitesse de la lumière, sur l'espace-temps, sur les lois fondamentales du cosmos, sera la fondation sur laquelle nous construirons la réponse. En attendant, continue à regarder le ciel. Continue à te demander ce que c'est que ces petits points lumineux. Continue à ressentir ce vertige doux et magnifique. Et sache que ce vertige, cette curiosité, cet émerveillement, c'est la chose la plus précieuse que l'évolution t'ait donnée. C'est le moteur de tout ce que nous avons accompli. C'est le moteur de tout ce que nous accomplirons encore. Feynman le savait. Il le savait en jouant de la bongo dans un bar de Pasadena un jeudi soir de 1962, en pensant à des intégrales de chemin. Il le savait en enseignant à des étudiants qui le regardaient avec des yeux de gens qui voient l'univers s'ouvrir pour la première fois. Il le savait au fond de lui-même avec cette certitude tranquille et joyeuse des gens qui ont trouvé leur raison d'être, et cette raison d'être, c'est comprendre. Simplement, profondément, honnêtement comprendre. L'univers est là, il est immense, il est silencieux, il est magnifique et terrifiant, il ne nous doit rien, et c'est précisément pour ça qu'il vaut la peine d'être compris.